Bonjour, aujourd'hui c'est vendredi, c'est n'importe qui, et aujourd'hui c'est moi, c'est celui qui vient de faire le beau générique que vous avez vu, hein, c'est Bibi, hein. Comme on voit là, le beau fond gris, c'est moi, les cubes là, sur le côté, hop, hop, ça c'est moi, c'est pas très beau. C'est quoi d'autre? Et puis oui, j'ai fait tous les génériques de No Life, hein, on peut le dire, hein. Je suis le directeur artistique de No Life, c'est moi, c'est Olivier, donc si vous avez du travail à me proposer, je viendrai le faire avec plaisir, comme je fais ici, dans une cave, ça me fait plaisir. Donc aujourd'hui, dans 101%, le sommaire tout de suite, on va commencer avec la critique de jeu qui sera sur Midnight Club LA. Après 2 minutes pour parler d'eux, aujourd'hui c'est Dexter, c'est pas mal. Et enfin les sorties anime manga. Alors on commence tout de suite avec les news. Go. Nous avons eu la chance de nous rendre chez Nintendo pour essayer leur nouveau gros titre de Noël. Un jeu avec des avis mitigés car si les jeux de rythme sont assez célèbres, avec les Drum Mania, Guitar Hero ou encore Rock Band, les jeux musicaux, eux, ne courent pas les rues. Et oui, Music est un jeu de musique et non de rythme. S'il est assez difficile à prendre en main, c'est qu'il faut suivre un didacticiel pour le maîtriser. Il faut absolument finir par la touche. Certains instruments sont plus faciles à jouer que d'autres. Par exemple, les instruments avant ne demandent que 2 boutons à tapoter au gré de la mélodie, alors que pour les cordes, il faudra balancer sa Wiimote en tenant le nunchuk comme un manche de guitare. La touche Van-Halen. Les heureux possesseurs de Wii Balance bénéficieront d'une feature de taille, puisqu'il s'agit d'un cours de batterie. Même si cela paraît un peu stupide d'agiter ses bras dans le vide pour faire des poum-poum-tchak, la méthode didactique, elle, est très sérieuse. Elle permet en outre d'appréhender de façon très réelle cet instrument. Le joueur devra les suivre assidûment avant de devenir un virtuose de la percussion. Ça, là, David, de vraiment jouer. J'y suis arrivé. Alors, je peux essayer par exemple. D'autres petits bonus viennent égayer le jeu, comme ce mini-game où l'on doit incarner un chef d'orchestre. C'est d'ailleurs ce jeu qui avait été présenté dans le line-up de lancement de la Wii. Il faudra se laisser aller aux musiques souvent classiques et battre la mesure à la manière de l'ami Gustave Mahler. Reste à attendre la critique qui ne saurait tarder dans 101% pour se faire une idée plus précise du titre. Nicopole est adapté de l'œuvre la plus emblématique du dessinateur Enki Bilal, la trilogie composée de La Foire aux Immortels, La Femme Piège et Froid Équateur. L'intrigue se déroule en 2023 dans un futur dystopien. Une mystérieuse pyramide est apparue au-dessus de Paris, hébergeant des entités ressemblant aux dieux de l'ancienne Égypte. Nicopole, un homme condamné à l'hibernation dans l'espace 30 ans plus tôt, devient rapidement un pion dans le jeu d'un de ses dieux, Horus. Ce n'est toutefois pas ce Nicopole-ci que l'on incarne dans le jeu, mais son fils, un artiste fauché qui se retrouve à son tour mêlé au complot divin. Le joueur explore donc une intrigue parallèle à celle du premier tome de la BD. Hein? Mais qu'est-ce que... Citoyen Alcide Nicopole, vous êtes en état d'arrestation. Nicopole est un jeu d'aventure en bulle 3D, à la manière des jeux Cryo. Les mécanismes du jeu sont classiques, mais bien huilés. À certains moments, le jeu place le héros dans des situations périlleuses dont il devra se sortir en temps limité, sous peine de mourir et de devoir reprendre la scène du début. L'armoire ne devrait plus bouger maintenant. Les décors précalculés sont magnifiques et le pari en déliquescence dépeint par Bilal est parfaitement bien Du rendu. cimetière. Les gens y mettent leur argent pour Gorgone. On notera aussi l'excellente bande-son signée Philippe Vachet, compositeur des premiers Alone in the Dark et de Little Big Adventure. J'ai besoin d'autres renseignements. Alcide Nicopole. Nicopole est un bon jeu d'aventure qui ne pêche que par des énigmes un peu forcées et une durée de vie bien trop courte, même pour un jeu du genre. Il ne faudra en effet que 6 ou 7 heures aux joueurs acharnés pour en venir à bout. Ce que moi, Anubis, Dieu parmi les dieux, j'ai à dire. On dirait le système d'alimentation du métro. Et voilà, les news c'est fini. Maintenant on enchaîne direct avec les critiques de jeux. Donc je vous ai dit Midnight Club LA, un très bon jeu. J'adore, j'y ai jamais joué, mais j'adore. Midnight Club Los Angeles, c'est un peu la concrétisation d'un rêve de geek californien.
Développé par Rockstar San Diego, une ville située juste en dessous de LA, ce 4e volet sur console de salon de la série Midnight Club s'amuse en effet à reproduire les rues de Los Angeles. Les développeurs auront ainsi transformé la ville voisine de la leur en un gigantesque terrain de jeu virtuel. Rockstar San Diego s'appelait Angel Studios, avant d'être racheté en novembre 2002 par Take-Two. Créé en 84, ce studio de développement possède à son palmarès quelques titres de gloire, comme la production des images de synthèse du clip Kiss That Frog de Peter Gabriel et du film Le Cobaye. Ils se spécialiseront ensuite dans le jeu vidéo, en développant de nombreux titres dont la série Midtown Madness pour Microsoft, qui donnera naissance au premier Midnight Club Street Racing édité par Rockstar. Devenu Rockstar San Diego, le studio continuera à travailler sur la série des Midnight Club, en se permettant néanmoins quelques infidélités avec Red Dead Revolver et Table Tennis. Midnight Club LA fait donc suite à Midnight Club 3 Dub Edition, Midnight Club 2 et Midnight Club Street Racing. Cet épisode est le premier de la série à sortir sur console next-gen, et le second à utiliser les licences officielles pour les véhicules. Pour info, les kanji présents sur la jaquette du jeu signifient Wangan, soit autoroute de bord de mer. Anyway, what you here for? Race some cars, man. Minimaliste, l'histoire vous place dans la peau d'un jeune homme débarquant de la côte Est à Los Angeles pour devenir le nouveau roi des courses underground. Inconnu, il devra se faire accepter par les groupes de pilotes situés dans les différents quartiers de la ville, augmenter sa réputation en participant à un maximum de courses, gagner de l'argent pour customiser ses véhicules et en acquérir de nouveaux, et découvrir les pilotes solitaires cachés un peu partout dans la ville. Los Angeles est fidèlement reproduit, ce qui peut s'avérer particulièrement amusant pour tous ceux qui ont eu l'occasion de la visiter. D'autant qu'il est possible d'emprunter de nombreux raccourcis, et même de foncer à travers les canaux rendus célèbres par la fameuse course-poursuite de Terminator 2. A noter que durant les courses, les pilotes n'arrêtent pas de se charrier, et réagissent également au pilotage du joueur, surtout si celui-ci est trop agressif. Ce qui donne sans conteste un certain cachet au jeu et lui confère une identité propre. Midnight Club LA surprend d'emblée par les sensations qu'il propose. On sent réellement le revêtement des rues, l'ambiance de la ville. Le son et les bruitages plongent directement le joueur dans le monde interlope des pilotes underground. Le pilotage est quant à lui sans concession. Un choc violent ne détruira pas la voiture, certes, mais se concrétisera souvent par une perte de temps monumentale et donc de la course. Ce titre est ainsi à classer dans le genre simulation, malgré les features arcade que nous passerons en revue plus loin. Le joueur commence par choisir sa voiture et devra participer à quelques courses pour gagner en réputation et débloquer de nouvelles épreuves. Il convient en effet de préciser que le fait de finir bon dernier permet tout de même de faire fructifier son compte en banque et d'augmenter sa réputation. Bien sûr, il est nettement plus rentable de gagner, mais une course entamée vaut tout de même le coup d'être terminée, même si elle est perdue d'avance. Ce qui tombe plutôt bien, certaines courses prenant tout de même une petite dizaine de minutes avant de parvenir à leur terme. Comme les précédents volets de la série, Midnight Club LA propose une ville ouverte. No track, no load times, no rules. Tel est le leitmotiv du jeu qui se traduit par pas de circuit, pas de temps de chargement, pas de règles. Le joueur peut donc se balader dans la ville, accoster un pilote, le provoquer en duel, interrompre sa course pour débuter une autre épreuve. Il est libre comme l'air pollué de Los Angeles. Enfin, tant qu'il ne commet pas d'incartade à proximité d'une voiture de patrouille, auquel cas une course-poursuite s'engage aussitôt. Et là, les habitués des GTA et autres Saints Row risquent de souffrir le martyre. S'il est bien sûr possible de semer les flics pour se planquer dans un parking en attendant que la vie de recherche disparaisse, il est tout à fait impossible de descendre de sa voiture pour tirer dans le tas. Et si le joueur est arrêté, plus la course-poursuite aura été longue et sauvage, plus l'amende sera salée. Du coup, certains joueurs préféreront sans doute s'arrêter de suite sur le bas-côté pour mettre la main au portefeuille. Et il n'est pas rare de se surprendre à freiner lorsque son radar commence à biper à l'approche d'une voiture de patrouille. L'interface du jeu s'avère particulièrement soignée et offre une expérience de jeu fluide, les temps de chargement étant quasi absents. Il convient tout de même de noter que si le mot « chargement » est proscrit une fois la partie lancée, ils se font tout de même sentir, ne serait-ce que brièvement et sporadiquement. Go on green, dude! Straight to Laurel Canyon and Ventura!
Des indices de plus en plus performants au fil de la notoriété grandissante du joueur lui indiquent de nouveaux adversaires ou de nouvelles épreuves potentielles qui apparaissent alors sur la carte. Ces courses sont classées en 4 niveaux de difficulté: vert, jaune, orange et rouge. Bien sûr, plus la course est difficile, plus elle rapporte, que ce soit en termes d'argent ou de réputation. Et il est parfois plus rentable de finir 4e à une course difficile que premier à une course facile. De toute manière, la plupart des courses proposées sont difficiles, voire très difficiles, et les épreuves vertes ne sont pas légion. Plusieurs types d'épreuves sont accessibles. Les tournois nécessitant d'enchaîner plusieurs courses et d'être le premier à atteindre un nombre de victoires prédéfini. Les courses feu rouge permettant de se mesurer à un pilote d'un point A à un point B. Les pilotes cachés à défier sur le périph'. Les duels se concrétisant souvent par le gain du véhicule adverse. Les points de départ qui devront être ouverts en gagnant un certain nombre de courses et permettront ensuite de défier les pilotes de son choix en pariant de l'argent ou sa carte grise. Les livraisons qui permettent aux joueurs de prendre en main de vrais petits bolides en les livrant dans un temps limité sans se cracher et plein d'autres. Le jeu est donc varié et complet, surtout pour les amateurs de tuning qui pourront se régaler en boostant les performances des différents véhicules possédés et en modifiant leur apparence extérieure comme intérieure. Il est en effet possible de jouer en vue cockpit, celle-ci s'avérant très jouable, sauf pour les motos. Mais nous en reparlerons dans la partie gameplay. Si Midnight Club LA se passe aux États-Unis, cela n'en fait pas pour autant un jeu pour les Mickey. Burnout Paradise est facile, voire très facile comparé au dernier titre Rockstar. Surtout durant les premières longues, très longues heures de jeu qui risquent fort de frustrer plus d'un joueur. Les pilotes rencontrés en début de partie possèdent tous, sans exception, des voitures plus performantes que celles du joueur. La moindre erreur lui sera donc fatale et la concentration est de mise. Malheureusement, celle-ci ne suffit pas toujours, et éviter le trafic en pleine nuit n'a rien d'évident, surtout lorsque l'on ne connaît pas encore très bien la ville et ses petits raccourcis qui font toute la différence. Très vite, il faudra apprendre à maîtriser l'aspi nitro, qui permet de lancer un turbo gratuit en prenant l'aspiration d'un véhicule concurrent. Très fun, cette technique doit être maîtrisée pour espérer progresser relativement rapidement dans le jeu. Il est aussi conseillé de se la jouer agressif. La touchette reste en effet une technique efficace pour freiner un adversaire, voire le bloquer en provoquant un embouteillage. Booster son véhicule en termes de performance est également indispensable pour espérer ne serait-ce que proposer un challenge aux autres concurrents. Enfin, et surtout, le pilote se voit confier au bout d'un petit moment de nouveaux équipements, permettant d'enclencher plusieurs fois les accélérations nitro et des capacités spéciales. Ces capacités spéciales sont au nombre de 4. Le MP qui permet de désactiver l'électronique des véhicules adverses, l'agro pour jouer les béliers au milieu du trafic, la zone pour activer un mode slow motion, et enfin le roar pour dégager soudainement la route devant soi. Ces capacités, correctement utilisées, sont souvent les clés de la victoire. Enfin, dernier point de gameplay, les motos. Celles-ci peuvent être utilisées dans toutes les courses et se contrôlent différemment. Pour commencer, il est possible de balancer son poids afin de prendre des virages serrés. Ensuite, le moindre choc verra le joueur décoller et perdre quasiment à coup sûr la course. Alors si le jeu était difficile en voiture, à moto, c'est quasiment du suicide. Mais quel challenge! Et curieusement, la difficulté même du jeu constitue l'un de ses points forts et le garant d'une durée de vie colossale. Midnight Club LA n'est pas un jeu facile et joue beaucoup sur la frustration pour motiver les joueurs. La durée de vie du jeu est donc énorme, surtout si l'on ajoute à cette difficulté la possibilité d'éditer ses propres parcours au travers de LA et celle d'affronter 11 autres pilotes en ligne. L'ambiance sonore du jeu est excellente, de la tracklist techno en passant par les bruitages et les vannes des autres pilotes. Visuellement, c'est propre. La ville est bien modélisée et fait honneur aux consoles next-gen, malgré un peu de clipping. Moins fluide que le spectaculaire Burnout Paradise, Midnight Club LA accuse des menus défauts des premiers développements next-gen. Un jeu qui ravira les amateurs de bolides, de jeux de course exigeants, de Los Angeles, de tuning et qui pourrait même réconcilier les amateurs d'arcade et de simulation.
Voilà pour la critique de jeu. On enchaîne maintenant avec 2 minutes pour parler d'eux. Et là, c'est une série qui me tient à cœur parce que c'est un tueur psychopathe qui enquête sur ses propres crimes, en gros. Là, j'en suis à la saison 3, c'est vraiment pas mal. Et ça s'appelle Dexter. Aujourd'hui, dans 2 minutes pour parler d'eux, on va parler de la série Dexter qui va sortir en DVD là sous peu et qui est diffusée sur Canal+. Moi j'adore Dexter et voir David Fisher de Six Feet Under dans un rôle comme ça, enfin on est loin du... il était quoi déjà? Il était croque-mort gay, mais vraiment coincé du cul, il était vraiment excellent, mais là c'est un tout autre rôle. Ah ouais. Il en devient même super beau et il est juste bien quoi. Michael C. Hall, donc c'est Dexter. C'est le nom du comédien. C'est le nom du comédien. Il est super doué, il est crédible dans tous les rôles qu'il fait. Il est crédible et tout le temps crédible, j'ai envie de le voir dans plein de films. Même il pourrait jouer la denrée dans le remake américain de La Soupe aux choux. Je suis sûr qu'il serait bon. Ah, je vois déjà le titre. Michael C. Hall dans Burger avec salade. Burger with salade. Oh, et le condiment. Fuck! C'est pas parce qu'un acteur est doué que la série est bien. Regarde par exemple Mutant X. Il y a un bon acteur dans Mutant X. Prends ça, Andy Warhol méchant! Bref, Dexter, c'est une très bonne série avec un très 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 beau générique. C'est super chouette. En fait, Dexter, c'est l'histoire d'un tueur en série qui tue d'autres gens, mais en fait, il tue seulement les gens qui ont commis des meurtres. Donc en fait, c'est une espèce de tueur redresseur de tort. C'est dur à dire tueur redresseur de tort, tueur redresseur de tort, tueur redresseur de tort. Oh là là, on m'attaque! À l'aide, vite! À moi, le tueur redresseur de tort! Non, attends, on la refait? À moi, le tueur redresseur de tort! De tort! De tort? On va le refaire. On le refait? Tueur de tort. C'est dur. Redresseur de tort! La saison 1 de Dexter est vraiment pas mal. On passe vraiment de bons moments. À part la fin qui est un petit peu tirée par les cheveux quand même. Mais heureusement, le personnage principal est tellement classe que ça fait passer la pilule, quoi. Non, personne n'est enceinte dans la série. Et dans la saison 2? Personne n'est enceinte non plus. Non, mais et la saison 2? Ah, la saison 2 la saison 2, moi je me suis dit, avec la saison 1 qu'ils ont fait, ils peuvent plus rien faire avec Dexter. Ils sont allés au bout du personnage et ça va être nul. Et la saison 2 est 2, 3, 4 fois meilleure que la saison 1. Parce que la saison 1, au début, ils se cherchent un petit peu, ça s'enlise. T'as l'impression que ça va être tout le temps pareil, un peu comme CSI. Et puis la fin, ça s'enlise un peu, ça devient hyper gros, vraiment tiré par les cheveux, comme je disais. Bonjour, je suis scénariste de la série Lost et on me demande de faire des rebondissements à chaque épisode. Et là, j'ai une super idée pour la fin de la saison 5. En fait, on apprend que tous les personnages qui sont dans l'île sont tous cousins et qu'en fait l'île c'est pas une île, c'est une salle des fêtes. Et bien en fait dans la saison 2, non, c'est mieux, c'est vachement mieux que la saison 1. Bon, la fin de la saison 2 est aussi un peu tirée par les cheveux, mais bon. Et là le truc hallucinant sur l'île, c'est qu'ils se rendent compte que la fumée qui attaque les gens en fait, c'est une fumée qui provient des bougies du gâteau d'anniversaire d'un des cousins. Et puis ce qu'il y a de bien dans la saison 2, c'est qu'on sent que les scénaristes, ils lisent des comics et qu'ils aiment bien. Parce qu'à un moment, il y a un parallèle entre les super-héros et Dexter. Et bon, voir comparer Dexter à Batman ou Batman à Dexter, je peux que aimer, quoi. Bon, alors, Dexter, c'est validé ou pas? Dexter, c'est vraiment une très très belle série. C'est intelligent, c'est sanglant, c'est cynique. Moi, j'aime beaucoup. Je vous invite à découvrir Dexter, non pas en RIP sur Internet, non pas en téléchargement illégal, mais à la télévision ou en achetant le DVD Dexter. C'est validé. Gauthier, il a trop de charisme, il va gagner la Starac. Ça n'a rien à voir avec Dexter, mais on parlait de gens qui avaient du charisme. Et Gauthier de la Starac, il a du charisme. Même si j'ai envie de lui foutre sur la gueule. Moi, c'est Dr. Lakev. Ah, c'est un petit con. Mais en même temps, il est attachant, on dirait un... C'est sa cravate qui lui donne du charisme. Tu lui enlèves la cravate, il a plus rien. Ouais, mais on dirait vraiment que c'est un... Ah, je coupe. Alors, on va le refaire. Il a plus rien. Ouais, mais on dirait vraiment que c'est un... Il y a une contrepétrie dans le contrepétrie. Ponto côté pays. Ok.
Voilà pour les 2 minutes pour parler d'eux. Maintenant, on enchaîne avec des sorties animées manga. Wouhou! C'est au cours du mois de septembre qu'est discrètement sorti le premier coffret d'une série mythique au Japon, Cyborg 009. Cette série est avec Kamen Rider l'œuvre la plus célèbre du mangaka Ishinomori Shōtaro. Le manga d'origine dont la publication s'est étendue de 1964 à 1985 a connu de nombreuses adaptations animées à la télévision comme au cinéma. Le coffret DVD présenté aujourd'hui rassemble 25 épisodes de la dernière version animée diffusée en 2001 au Japon. Comme lors des nombreuses adaptations de ce manga mythique, le scénario de base a été légèrement modifié pour coller au format télé sans en altérer l'essentiel. Shimamura Joe, le héros, se réveille dans un endroit qu'il ne connaît pas avant d'être subitement attaqué. C'est alors qu'il découvre qu'il possède des pouvoirs insoupçonnés et pour cause, il a été transformé en un cyborg que tout le monde appelle 009. En effet, il fait partie de la série des Cyborg 00, arme de très haute technologie fabriquée par l'organisation Black Ghost. Cette organisation tentaculaire puise sa richesse et son pouvoir dans la conception et la vente d'armes. C'est en alimentant les différents conflits qu'elle vise la domination du monde. 9 humains ont été kidnappés afin d'être transformés en cyborgs par l'organisation. Joe est le dernier de cette série d'expériences, ce qui lui vaut de bénéficier de davantage de pouvoir. Au-delà de sa force et autres capacités surhumaines, il peut passer en mode accélération pour se défaire de ses ennemis ou éviter un danger. Les autres cyborgs possèdent eux aussi des pouvoirs, cracher du feu, voler un Mach 5 ou encore se transformer en n'importe quel être vivant. Aidés par le professeur Gilmore, leur créateur, ils parviennent à s'échapper et font le vœu d'éliminer l'organisation Black Ghost coûte que coûte, le seul moyen de retrouver leur liberté. Certes, le scénario paraît assez désuet de premier abord, mais le traitement de certaines thématiques comme celle de la guerre et de l'ennemi reste bien plus nuancé et subtil que dans beaucoup de mangas ou d'animés, y compris les plus récents. On y retrouve la même forme d'humanisme que chez Tezuka, Mizuki et une bonne partie des auteurs de l'après-guerre. Comme pour la série d'Astro Boy sortie la même année, le design des personnages est très réussi et proche de l'œuvre originale. Ce n'était pas le cas du film Cyborg 009, la légende des super galactiques de 1980, qui avait été diffusé en France l'année suivante. L'animation est agréable, en particulier dans les épisodes clés de la série où les combats ont été très soignés. Le doublage japonais est bien sûr présent, et les acteurs ont tous travaillé sur de grosses productions. 009 est doublé par Sakurai Takahiro, la voix japonaise de Cloud Strife dans les suites de Final Fantasy VII. Quant à 002, c'est Morikubo Shōtaro qui interprète Nala Shikamaru dans Naruto. Un petit détail amusant, ces deux acteurs ont tous les deux été la voix de X dans les jeux Mega Man X. Cette édition DVD permet de profiter de la série en version intégrale, qui inclut les passages censurés lors de sa diffusion aux États-Unis. Quelques défauts sont présents, il n'y a aucun bonus et le générique de début a été changé. De plus, dans quelques épisodes, les japonisants remarqueront que certains sous-titres ne correspondent pas vraiment aux dialogues originaux. La série a probablement été traduite depuis la version américaine. Mais peut-on faire la fine bouche lorsqu'un coffret de 25 épisodes d'une série aussi mythique est proposé autour de 20 € seulement? Tout ce que l'on attend désormais, c'est qu'un éditeur français se penche sur la version papier au scénario plus adulte. Bienvenue à la cité de Rondo. Dans ce futur hypothétique, la majeure partie de l'humanité a été décimée à la suite de diverses catastrophes. Au sein de ce dôme géant, tout est contrôlé et régulé, en particulier les émotions des habitants. Ici, les hommes cohabitent quotidiennement avec des robots serviteurs appelés autoleves. Mais la quiétude de ce soi-disant paradis sera bouleversée par plusieurs meurtres commis par des autoleves. Afin de mener l'enquête, le bureau de renseignement de Rondo va dépêcher Rel Meyer, une jeune inspectrice de talent. Pour elle, cette affaire signera les prémices d'une longue quête qui l'amènera à percer les mystères glauques dissimulés par les autres autorités de Rondo. Eu égard à ce pitch résumant l'introduction de cette série à 23 épisodes, difficile de ne pas penser à Ghost in the Shell. Pourtant, si elle partage des points communs avec ce monument de la SF nippone, Ergo Proxy semble plutôt puiser ses inspirations dans l'univers cyberpunk de Philip K. Dick. Dans une interview en bonus de ce coffret, Murase Shuko, le réalisateur de l'anime, ne cache d'ailleurs pas son admiration pour le romancier américain et pour la SF rétro. Cette série est le deuxième travail en tant que metteur en scène de Murase. Celui-ci fit ses armes sur différents titres de Gundam avant de réaliser Witch Hunter Robin. Ergo Proxy est une histoire originale signée Sato Dai. Cet habitué des univers post-apocalyptiques a notamment participé au scénario de l'anime Wolf's Rain et à celui du film live de Kashan. Diffusé au Japon en 2006, Ergo Proxy n'a pas mis longtemps à conquérir le cœur d'un large public international.
Riche, passionnante, techniquement impeccable, la série mérite pour le moins son succès. Cette réédition en intégrale collector chez Dybex est une belle occasion de plonger pour la... Voilà, ben, pour moi c'est fini, 120%, c'était mon animation, c'était ma présentation, j'y tenais avec ces beaux cubes, ces cubes qui représentent un peu en quelque sorte le symbole féminin, la pureté, le cube, la primitive et cette flèche qui rentre dedans telle la jeunesse, la masculinité. Merci Olivier. Voilà.